Ok, je lance le webinaire. Bonjour à tous, hein. Merci d'être présents. C'est un grand moment pour nous de vous accueillir aujourd'hui. Alors pour ceux qui étaient là précédemment, c'était moins des grands moments précédemment. En fait, c'est la toute première fois qu'on fait cette formation. Donc on a tout construit from scratch, hein. Voilà, c'est un grand moment parce qu'il y a eu beaucoup de travail qui a été fait sur cette présentation-là. On va dire que les autres, le travail avait déjà été fait précédemment. Là, c'est un peu plus impactant aujourd'hui. Donc, un gros boulot a été fait hop, alors je me permets de couper certains micros. Donc, il y a eu un gros boulot de construction qui a été fait avec l'équipe, hein. Surtout que on adresse un sujet qui est très complexe aujourd'hui, la gouvernance des systèmes d'information orientée autour de COBIT. Et dans ce cadre-là, voilà, c'est quelque chose qui est très peu applicable, hein. On a beaucoup de mal à se projeter, même nous, en travaillant dessus au quotidien. Donc, la grande question a été comment est-ce qu'on fait pour réaliser une formation qui est actionnable, hein, et qui donne un maximum de valeur ajoutée à vous, participants. Donc, voilà, gros travail qui a été réalisé et ce n'est pas rien. Voilà, c'est quand même quelque chose d'assez impactant pour nous. Euh, donc voilà, je n'en dis pas plus, hein. Je pense que vous avez compris le message. Donc je reviens un petit peu sur qui est Keops, hein, qui sommes-nous, pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui. Donc nous aujourd'hui, nous sommes des spécialistes, hein, des standards référentiels et normes internationales, hein. Nos lectures sont ITIL, COBIT, CMMI, TOGAF, hein, et j'en passe. Et notre sujet, c'est de dire comment est-ce qu'aujourd'hui on professionnalise les directions de systèmes d'information dans un moment du temps où on vit à peu près la même révolution en termes d'innovation managériale que l'a pu vivre l'industrie dans les années 80 avec le lean management. Aujourd'hui, voilà, tous ces référentiels-là, ils prennent de l'ampleur. Ils ne sont en rien attaquables parce qu'ils sont, on va dire, quasiment parfaits. Et dans ce cadre-là, comment est-ce qu'on pousse la professionnalisation de la DSI à prendre en main ces outils-là et donc les faire respecter en son sein? Et donc nous, pour répondre à cela, on est donc aujourd'hui cabinet de conseil, on est organisme de formation et les webinaires donnent le pas justement à ce lancement organisme de formation. Et demain, nous serons éditeurs de logiciels. Et donc, on intervient sur des thématiques de performance IT, collaboration de la DSI, l'image du numérique et le partage de connaissances. Donc aujourd'hui, nous sommes ici sur gouverner les systèmes d'information. On a déjà réalisé un premier webinaire autour de l'introduction à l'IT stratégie, un second autour du management des systèmes d'information. Aujourd'hui, on parle de gouvernance des systèmes d'information. Alors, on est monté crescendo, mais à vrai dire, il aurait mieux fallu faire gouvernance des systèmes d'information avant le management, hein, parce que l'un est prédominant sur l'autre. Pour autant, voilà, on l'a fait dans ce système-là pour qu'on puisse monter en puissance, hein, tout du long. Gouvernance système d'information, c'est le plus impactant. Et ensuite, on va redescendre sur un sujet un peu moins, on va dire, violent en termes de compréhension et de prise en main. On va attaquer le sujet du pilotage des objectifs, qui est beaucoup plus simple à adresser pour tout un chacun et qui permettra, voilà, là, on en sera davantage dans la visualisation parce que ben, l'organisation, ça parle à tout le monde. Les objectifs, comment est-ce qu'on pilote, hein, quelque chose, voilà, ça parle davantage, hein, à tout à chacun. Donc notre agenda de ce jour, on va parler donc de la définition de la gouvernance et on l'adresse avec deux slides. Une première autour de qu'est-ce que la gouvernance par rapport au management et la gouvernance, l'art de diriger. Ensuite, on va introduire COBIT, hein, très rapidement. COBIT est une grosse machine de guerre, vous allez très vite le comprendre. On va essayer de faire comment dire, de la manière la plus concaténée possible pour aujourd'hui vous l'adresser parce qu'on a peu de temps. Pour autant, voilà, COBIT, grosse machine de guerre, donc on va vous l'introduire. On va vous parler des facteurs de la gouvernance qui s'appellent les design factors dans le cadre de COBIT, mais on a francisé aujourd'hui le terme. Et enfin, on va parler du COBIT Core Model. Pareil, vous allez très vite comprendre de quoi on parle, et son interprétation.
grand sujet que son interprétation et on va vous montrer, les outils qui aujourd'hui sont proposés par Cobit, justement pour adresser les thématiques de gouvernance. On vous donnera tous les liens là-dessus parce qu'il y a beaucoup il y a beaucoup de choses qui sont, comment dire? Qui sont prodiguées directement par Cobit et il y a notamment un document qui, je l'ai découvert, en préparant le webinaire, a disparu, qui n'est plus dans le toolkit, hein, donc ils ont un kit de pilotage finalement qui propose, Cobit et ils ont retiré, pour moi, l'outil le plus, impressionnant qu'ils avaient. On va vous le montrer et on vous le transférera également pour ceux qui le demandent. Donc dans un premier temps, définition de la gouvernance. Alors, ici, on a plein de couleurs, hein, Keops n'a pas beaucoup de couleurs, donc on a essayé de jouer, comme on pouvait, mais il y a pas mal de couleurs, voilà. Pour moi, alors, je vais vous expliquer avec mes termes, on va rentrer dans le détail ensuite. La gouvernance, qu'est-ce que c'est? On parle de l'art de diriger. Donc, la gouvernance, l'art de diriger, donc quel cadre on va donner à notre organisation pour être capable de structurer, organiser les choses. On a une vue stratégique qui est donnée, on l'a vu dans nos autres webinaires, une vue stratégique qui a été donnée par la direction générale et toute cette stratégie-là, il faut la dépiler au niveau organisationnel et donc on va créer un organe de gouvernance qui va nous permettre de construire, on va dire, les règles qui vont permettre derrière d'être prises en main par le management et d'être, gérées de manière tactique. Donc, la gouvernance, c'est la définition des objectifs dans un premier temps, évidemment, c'est ce que je disais. On a la stratégie. Alors la stratégie, c'est, on peut la décliner de différentes manières, mais souvent on parle de vision ou de purpose. Le purpose, c'est pourquoi est-ce que l'organisation existe? Alors pourquoi je vous ai parlé tout à l'heure de Keops, de pourquoi est-ce qu'on intervenait, c'était justement dans ce but-là. Keops intervient pour professionnaliser les DSI. Ça, c'est notre purpose. Notre vision, c'est de dire, bah, voilà, on va créer le top cabinet de conseil, le top organisme de formation et les meilleurs logiciels pour répondre à la professionnalisation des DSI. Et derrière, on décline ça en objectifs. Donc, ces objectifs-là, c'est donc évaluer les besoins, les conditions, les options des parties prenantes. La DSI vit dans un écosystème, dans un tout et donc les parties prenantes, ça va être, les régulateurs, hein, les personnes avec qui ils travaillent, enfin voilà, tout l'écosystème avec qui, l'entreprise gravite. Regardez, nous aujourd'hui, on travaille beaucoup pour le public, on travaille régulièrement avec, les véhicules contractuels type UGAP et donc voilà, c'est comment les parties prenantes UGAP est une partie prenante très importante, pour Keops, ce qui nous porte à l'UGAP également. Détermine, des objectifs d'entreprise équilibrés. Bon, cela va de soi. Ensuite, on va avoir la partie orientation avec donc établir l'orientation à travers la priorisation, la prise de décision. La surveillance, grand mot, mais la surveillance, en effet, est un point important de la gouvernance puisqu'on va mettre en place à travers, cette gestion procédurière qui est l'organe de gouvernance, on va également mettre en place les bons composants qui permettent de surveiller et de monitorer l'activité tout simplement. Donc on va avoir assuré la performance, je parlais de monitoring à l'instant, la conformité par rapport aux objectifs. Et enfin, on a les sujets de responsabilité avec un, conseil d'administration, souvent sous la direction du président, la délégation des structures spéciales hein, dans les grandes entreprises. Il peut y avoir d'autres délégations qui permettent, enfin, qui mettent en place, hein, des systèmes de responsabilité dans l'organisation. Sur cette partie management, donc là, on est vraiment sur l'organe de gouvernance, comment est-ce qu'on va diriger l'entreprise. La partie management, on rentre dans le tactique. Donc la stratégie a été donnée. L'organe de gouvernance va permettre de diriger et le management, lui, va piloter tactiquement l'activité et donc en fait, c'est le derrière, on a la partie opérationnelle qui se structure évidemment. Donc on va avoir des sujets de planification et de construction, évidemment en accord avec les éléments de gouvernance qui ont été définis. On a la partie exécution, donc là, on va dire, le pendant de des opérations finalement qui s'ensuivent, donc gérer les activités pour atteindre les objectifs de l'entreprise. La surveillance, à nouveau un organe de surveillance parce qu'on a ce tracking, on a ce monitoring qui est fait, dans le cadre de l'activité de l'entreprise, donc superviser les activités, assurer l'alignement avec l'orientation établie et les systèmes de responsabilité toujours, parce qu'on parle donc de tactique, on parle d'humain, on parle de management et donc, généralement, le rôle de la direction exécutive dirigée par le PDG, donc direction exécutive, dont fait partie le DSI.
notamment. Donc gouvernance ou l'art de diriger. Alors, le schéma qui est là, passer la partie de gauche avec, but, objectif, indicateur, métrique, ça je l'ai mise pour rappel sur la partie diriger. Oui, je t'en prie Abdou. Alors moi, je voudrais revenir en fait sur la définition de gouvernance. Est-ce que entre l'étape, tu peux revenir sur la slide, s'il te plaît? Alors, entre l'étape orientation et surveillance, il n'y a pas évaluation, par exemple, évaluer en fait, mesurer ben, Mmh, les résultats par rapport en fait aux objectifs qui sont fixés et la oui, surveillance en fait la conformité, c'est-à-dire en fait un peu détecter en fait les changements, les risques, les opportunités et autres en mmh, fait. tout Est-ce à qu'il y fait. aurait pas une étape d'évaluation entre les deux? Ouais, tout à fait. Alors, en fait, cette étape d'évaluation, elle est directement dans la surveillance. Tu vois, ici, il y a assure la performance. Le premier, c'est assure la performance. On est là, en fait, dans l'évaluation du quotidien, dans la gestion, globale de l'entreprise. OK. Et ensuite, on a la partie donc conformité qui est évidemment importante, en fonction du secteur dans lequel on évolue. Mais en effet, cette gestion de la performance, aujourd'hui, elle est, en tout cas dans le cadre de ce graphique-là, elle est présente dans la partie surveillance. Et tu vas comprendre avec, le graphe suivant. Donc ce graphe-ci que vous voyez, donc comme je disais, passer à côté de la enfin, on s'intéresse pas à ce qu'il y a en jaune à gauche. Le graphique qui est là, pour moi, il représente absolument tout dans mon quotidien à moi. Dans la mesure où moi, aujourd'hui, je travaille sur des thématiques d'IT stratégie. Notre organisation, donc Keops, travaille là-dessus et j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à appréhender ce graphique. Pour autant, pour moi, tout est là. Tout est là en termes d'organisation d'une structure, que ce soit une organisation, donc l'organisation dans son complet ou même une DSI. Tout est là. Dans le sens où on a donc un triptyque qui se crée. On a diriger, monitorer, évaluer. Et ça, c'est le rôle de la gouvernance. Comme je disais, c'est l'art de diriger. Donc, on va diriger. Donc déjà, dans un premier temps, on va créer notre organe de gouvernance. Qui sont, les têtes de pont? Comment est-ce qu'elles travaillent? Comment est-ce qu'elles collaborent avec les autres? Quel est le degré de risque, hein? Dans quel environnement on évolue? Une fois que cet organe-là est créé, on a la partie de gouvernance qui se met en place au niveau plus opérationnel, équipe, hein, tel que le graphe suivant. Et donc, diriger, on va créer, des polices, des procédures. Donc les procédures, vous savez ce que c'est, les polices, c'est comme des polices d'assurance, c'est finalement des grandes lignes directrices qui donnent un cadre d'intervention. Donc derrière, on va avoir le développement et les opérations, dans le cadre d'une DSI, donc il y a des sujets de développement et des sujets opérationnels qui vont se mettre en route et on va monitorer la performance. Donc la performance remonte et on arrive dans l'organe de monitoring. Cet organe de monitoring se met en route, on fait remonter un certain nombre d'informations, d'aide à la prise de décision et ensuite on va évaluer, pardon. Donc évidemment, de la partie opérationnelle, il peut y avoir des propositions qui remontent, mais en gros, l'idée d'évaluer, c'est prendre des décisions pour être capable de mieux diriger par la suite. Et finalement, ce triangle, c'est notre quotidien. On ne fait que ça au quotidien. Alors, peut-être que vous n'aviez pas le graphique représenté, dans la tête. Pour autant, c'est ce qu'on fait au quotidien de manière assez involontaire, on va dire de manière innée parce que c'est mais voilà, on ne fait que ça, essayer de s'améliorer et on retrouve toujours ce triptyque qui intervient de la sorte. Donc évidemment, à côté, on va avoir les besoins de l'entreprise, les contraintes dans l'entreprise et pourquoi je vous ai mis la partie de gauche? C'est parce que dans la partie monitoring, dans la partie dirigée, finalement, on a toujours on avait vu ces 4 composants quand on était sur la cascade des objectifs précédemment. On avait les objectifs de la direction générale qui étaient affichés, qui redescendaient au niveau de la DSI, qui redescendaient au niveau des équipes et ensuite possiblement individuellement. On va le voir la semaine prochaine. Toute cette partie-là, c'est une partie qui arrive semaine prochaine. Mais dans l'art de diriger, on va toujours retrouver le but, les objectifs, les indicateurs et les métriques. Pour vous parler des métriques, les métriques, c'est, quel est mon taux de disponibilité de mes infrastructures informatiques. L'indicateur, ça va être à quel point mes infrastructures répondent aux engagements, de l'organisation.
Donc les indicateurs, c'est un niveau supérieur aux métriques qui englobe une agglomération, on va dire, de métriques et qui donne un élément phare, sur mon activité. Donc voilà, j'ai pris beaucoup de temps pour expliquer ce graphique parce que pour moi, c'est un des principaux et des plus importants qu'on va voir aujourd'hui. Introduction à Copit. Attaquons dans le dur. On l'a vu précédemment, on a toujours, et je l'ai encore répété à l'instant, on a toujours cette déclinaison, cette cascade des objectifs. Il y a toujours quelque chose qui se fait au niveau organisationnel, qui se décline au niveau des directions, des équipes, au niveau de l'individuel et on retrouve ça ici. On a la gouvernance IT de l'entreprise qui va se créer. De ça, on va décliner l'alignement business et IT. Donc l'IT de l'entreprise, c'est notre organe de gouvernance. Comment est-ce qu'on va construire? Comment est-ce qu'on va diriger? Et comment est-ce qu'on va travailler les uns les autres, finalement? Derrière, on va s'en décline l'alignement business et IT. Donc là, on parle vraiment de, finalement, comment se positionne la DSI vis-à-vis de son business et on en sort la création de valeur. Les 6 principes, hein, du système de gouvernance. Alors là, on est très proche de ce qu'on a pu voir du côté de ITIL. Rappelez-vous la semaine dernière pour ceux qui étaient là. Donc déjà, on a un sujet de produire de la valeur aux parties prenantes. Donc sur cette production de valeur, on parlait beaucoup de valeur la semaine dernière, on en reparle encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très important, qui est parfois un gros mot, notamment dans le public, ça ne devrait pas l'être, pas du tout. Et là, on parle de finalement comment excuse-moi, comment est-ce que chaque entreprise doit avoir un système de gouvernance pour prodiguer de la valeur aux parties prenantes, à l'ensemble, de l'usage de l'IT. Donc voilà, on est vraiment sur comment l'IT donne de la valeur à l'ensemble des personnes qui travaillent avec nous. L'approche holistique, pareil, on le voyait, la semaine dernière, c'était prendre en compte absolument tous les éléments qui existent, hein, et qui cohabitent dans mon entreprise. Ici, on est sur un système de composants. On a plein de composants à prendre en compte et un composant travaille avec différents autres et donc ces composants-là vivent les uns les autres et on a donc ce sujet d'approche holistique. On ne peut pas travailler sur un échantillon de notre DSI sans prendre en compte le reste de l'IT, par exemple, dans l'entreprise. Je prends un exemple aujourd'hui, on a souvent, dans les organisations, ce qui se fait de plus en plus, c'est on va avoir une direction du digital qui se crée, on va avoir une direction de la transformation qui peut se créer et tout et et ces directions-là, finalement, il faut travailler avec elles. Alors bon, je reste persuadé que ces directions-là se sont créées parce que malheureusement, les DSI n'arrivent pas à répondre à des enjeux de proximité client. Donc ça, c'est un problème, mais passons. Donc ces directions se sont créées pour adresser des thématiques, clients et justement de valeur. Mais quand on travaille IT, si ces directions-là travaillent sur des sujets IT, évidemment, il faut bien les prendre en compte. Le système de gouvernance dynamique, donc là, cela va de soi, quand on a quand on crée pardon, un organe de gouvernance, il faut que celui-ci soit dynamique dans la mesure où, bah, il faut qu'il évolue avec son temps, il faut qu'il évolue avec les évolutions des différents composants qui le maintiennent. Distinguer la gouvernance du management, ça on l'a vu précédemment. Adapter aux besoins de l'entreprise, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en parler et ensuite système de gouvernance de bout en bout. C'est, finalement prendre en compte toute la chaîne de valeur et comme je disais sur l'approche holistique, un composant ne peut pas travailler sans les autres. Donc ce système de gouvernance bout en bout, c'est travaillons avec, dans le cadre de l'exemple que j'ai cité, travaillons avec, la direction digitale, travaillons avec la direction de la transformation. Donc le framework des principes de gouvernance tel qu'il est établi dans Copit, déjà, on a le sujet de dire qu'il faut qu'il soit basé sur un modèle conceptuel. Modèle conceptuel, c'est donc un ensemble de composants clés qui ont des relations entre elles et notre sujet, c'est de maximiser leur cohérence, maximiser la consistance entre chacun d'entre eux et de permettre l'automatisation par finalement le fait d'avoir, mappé, de manière conceptuelle notre fonctionnement. Donc on va finalement faire un énorme dessin. Tous nos composants clés y sont représentés. Les relations qui existent entre ces composants sont représentées
On donne de la cohérence, de la consistance et derrière on automatise certains éléments, certaines briques, si elles peuvent l'être. Ouvert et flexible, donc évidemment dans l'environnement dans lequel on évolue, évidemment qu'il faut de l'agilité, donc ouverture et flexibilité pour être capable, ben, de maintenir l'intégrité de notre système, mais aussi sa continuité. Et enfin, aligné sur les standards majeurs, hein. J'arrête pas de rabâcher tout le temps ITIL, COBIT, CMMI, TOGAF, hein, et nos normes ISO et toutes les autres. Voilà, on est en plein là-dedans. On est dans nos standards, dans les frameworks qui existent, hein, dans les systèmes de régulation qui peuvent exister. Voilà, c'est des éléments qui sont très importants à garder en tête. Alors désormais, les composants d'un système de gouvernance. Donc, je parlais à l'instant justement des différents composants. Vous voyez, donc on a nos composants, on a les systèmes de relations qui existent entre eux, avec notre cercle qui se construit. Qu'est-ce qu'on va représenter dans un système de gouvernance? On va déjà représenter des processus. Des processus, donc on l'a vu la semaine dernière, les processus, c'est un enchaînement d'actions qui permet de prodiguer de la valeur in fine. Donc on a un composant qui a une relation avec un autre composant et à la toute fin, l'idée est d'en ressortir de la valeur. Les structures organisationnelles, on parle ici, des organes de prise de décision. On va avoir, un comité, dirigeant qui va prendre tel type de décision. On va avoir de la remontée, d'éléments de prise de décision qui est fait par le management, qui permet d'alimenter, notre organe de direction. Et on a différentes structures organisationnelles comme ça qui cohabitent dans notre organisation et qui permettent, voilà, qui se répondent, qui cohabitent et qui produisent de la valeur, les unes d'entre elles. On va avoir un sujet autour de l'information et des flux. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus. Évidemment, chacun de nos composants travaille avec, ben, des informations et les flux attenants, évidemment, sont importants, il est important de les prendre en compte. On travaille avec des personnes et des compétences. Là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de sujet. On travaille sur des principes, des politiques et des procédures. Donc là, tout à l'heure, je parlais un instant de tout ce qui était normes internationales, standards, les régulations. On est en plein dedans et surtout, dans comment est-ce qu'on va décliner ces systèmes-là pour être capable de créer notre système, notre gouvernance. On décline, les standards tels que, par rapport aux exigences de l'entreprise et donc on crée, voilà, cet ensemble de politiques, de principes, de procédures. Tout à l'heure, je parlais de police, hein. On est dans ces organes-là de, documentation qui permettent de travailler au quotidien. La culture, l'éthique et les croyances. Culture d'entreprise, voilà, notamment un exemple, hein. Et voilà, évidemment, c'est inné, je pense que tout le monde, le comprend. Et enfin, évidemment, on a toute la partie service, infrastructure et application qui répondent à, ben, des exigences d'outillage et des exigences d'outillage, tout simplement, au sein de l'organisation. Hem Et on a donc un système, d'évaluation de la maturité et donc ce système d'évaluation de la maturité, Cobit, hein, reprend directement CMMI. Donc CMMI, pour tous ceux j'imagine que ceux qui sont autour de la table connaissent à peu près. C'est le système d'évaluation un peu, classique, hein, qu'on connaît tous. On va avoir donc un premier step initial, hein, avec donc les processus qui sont peu prévisibles et non reproductibles. Donc là, on est vraiment sur de l'initial. Attention, dans la norme CMMI et dans les systèmes d'évolution de la maturité, d'évaluation de la maturité, on estime que, je prends un exemple. Ma gestion de portefeuille projet. Ma gestion de portefeuille projet, elle prend en compte telle thématique, telle thématique, telle thématique, telle thématique. Et si c'est une des thématiques ne répond pas à un système qui est géré, donc c'est-à-dire le step 2, structuré, discipliné, on dit qu'on est toujours au niveau 1. Donc, on ne peut pas jouer finalement avec CMMI, hein, dans la mesure où chacun de nos composants, disons qu'on avance à la vitesse du plus lent. Et donc si un des composants de ma gestion de portefeuille ne répond pas aux attentes, hein, de niveau de système géré, on reste au niveau initial. Et donc
très souvent, quand on fait des audits et qu'on utilise les systèmes de maturité CMMI, on finit, nous, cabinet de conseil, à se faire, à se prendre des baffes dans la mesure où finalement nos évaluations sont très critiques et très mauvaises, hein, de nos clients, dans la mesure où si on prend ce système-là, les notes sont rarement très bonnes. J'ai pris le système de gestion de portefeuille de projet, je pourrais prendre la cyber. La cyber, ça fait très mal, sur ces systèmes-là. Donc on a le premier step, hein, qui est le step, donc initial. Voilà, on a des processus qui sont peu prévisibles. On fait de la gestion de projet, mais on ne sait pas trop comment on s'y prend. Donc des fois, on a un projet qui livre dans les temps, d'autres fois, bah, non, mais on ne sait pas trop pourquoi on n'y est pas allé. Pourquoi? Ben, on peut avoir un système de gestion des risques qui, par exemple, ne répond pas aux attentes. Le système géré, on a quelque chose qui est structuré, discipliné et donc voilà, l'exemple de la gestion de projet s'y porte bien dans ce cadre-là. Le système défini, donc là, on est à un niveau de standardisation des processus qui est important. On va commencer à parler tout doucement d'industrialisation sur la partie définie. Parce que nos processus sont standardisés, on sait que tous les projets de tel type rentrent dans tel schéma et donc les risques attenants sont et donc les parties prenantes sont. Hem Le côté géré quantitativement, donc là, on est dans le monitoring, dans la mesure, la prévision de la performance. On est capable de faire du prédictif. Et enfin, un système optimisé. On a poussé la boucle d'amélioration continue au bout. On est sur des sujets d'innovation, de gestion du changement et de formation continue. On est à des niveaux finalement de gestion qui sont très, très, très importants. Alors, là, je vous ai présenté plein d'informations, un peu, les unes après les autres. Vous allez comprendre pourquoi je vous parle de tout ça. C'est posons un peu le socle finalement, c'est ce sur quoi Cobit a été créé et vous allez mieux comprendre pourquoi on adresse toutes ces thématiques-là par la suite. Et donc ici, donc on a une grosse représentation. On a donc comment est-ce qu'on décline la gouvernance d'entreprise sur l'IT. Donc, vous voyez un système de boucle, hein, quels sont les moteurs? Où sommes-nous? Où en sommes-nous? Où voulons-nous être? Que faut-il faire? Comment y arriver? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'on y arrive? Et comment maintenir le mouvement? Vous retrouvez une boucle d'amélioration continue ici. L'amélioration continue, on l'a vu la semaine dernière, elle est en 7 étapes, hein. Ce sont quasiment les mêmes qui sont reprises ici, elles sont juste reformulées pour répondre à un système donc d'amélioration continue et de continuité de notre activité. Pour autant, on est à très peu de choses près sur les mêmes étapes. Donc ensuite, on a le cercle, hein, qui est externe. On parle ici de management de programme. Donc on va initier le programme, définir les problèmes et les opportunités. Quand je parle de programme, on parle d'un amas, finalement de projets qui se répondent les uns les autres. Donc un programme de gouvernance peut être enfin la gouvernance peut être un programme si on y associe plein de projets et qu'on les agglomère les uns les autres. Et donc le programme permet de répondre justement à ces engagements de gouvernance dans la mesure où il y a plein de petits projets, plein de procédures, plein d'organes de décision et plein de métriques à mettre en place et donc on peut parler de programme lorsqu'on parle de gouvernance, d'entreprise. Donc, initier le programme, définir les problèmes et les opportunités, définir la roadmap, j'en passe. On passe ensuite sur un cercle, hein, qui lui donc sur le permettre le changement. Donc là, si vous vous rappelez, pour ceux qui étaient là aux phases précédentes, on a parlé conduite du changement la semaine dernière et comment dire? La conduite du changement, pareil, elle était sur 8 étapes, hein, les 8 étapes de Kotter et ici, on les retrouve à peu près, à très peu de choses près. Créer un désir de changement, on parlait la semaine dernière, pardon, d'instaurer un sentiment d'urgence. Ensuite, il fallait créer la coalition directrice. Vous voyez qu'ici, on parle de former l'équipe, de mise en œuvre et ainsi de suite. On communique les résultats, on identifie les acteurs, on exploite, voilà. On est toujours sur ces mêmes modèles. Il faut savoir que tous les standards, hein, tous les référentiels s'alimentent les uns les autres, hein. Comment dire? À chaque fois, il y a des évolutions de chacun d'eux et ils prennent toujours en compte les évolutions de leurs partenaires et tous sont à peu près alignés sur quasiment les mêmes choses. On va avoir des restructurations, on va en termes de mots, mais on est à très peu de choses près, toujours sur les mêmes éléments et donc au milieu, vous avez le cycle, de l'amélioration continue. Je vois qu'il est 44, hein, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite parce que je voudrais vous montrer quelque chose qui est assez, impactant et justement qui est le côté, valeur ajoutée de notre, formation aujourd'hui.
Je vais vous parler maintenant des design factors. Donc, ce sont finalement les facteurs de la gouvernance tels qu'ils sont présentés aujourd'hui dans Cobit. Donc, on en a 11 au total. On va parler de stratégie d'entreprise, d'objectifs de l'entreprise, des profils de risque de l'entreprise, des problématiques liées à l'information et la technologie, donc de l'IT, la cartographie des menaces, hein, les prérequis réglementaires, le rôle de l'IT, les modèles de recrutement, les méthodes, d'implémentation technologique, la stratégie d'appropriation de la technologie, les tailles d'entreprise. Donc ça, ce sont tous les facteurs qui permettent de donner un cadre à votre organisation. Et ce cadre-là, justement, est un cadre de gouvernance parce que si le profil de risque de votre entreprise est extrêmement risqué parce qu'elle évolue sur un terrain qui est particulier, et ben, en fait, hein, comment dire? Les projets et les programmes que vous allez pouvoir lancer ne sont pas du tout les mêmes que quand on parle, par exemple, du public qui a besoin d'une continuité sur 100, 200, voire 500 ans. Les collectivités, aujourd'hui, la mairie de Paris, elle sera toujours là dans 500 ans, voire un millénaire, j'espère, hein, modulo la crise climatique. Mais voilà, on n'a pas du tout sur les mêmes systèmes de risque. La stratégie d'entreprise. Alors, il y a 4 stratégies d'entreprise. On va avoir les sujets de croissance et d'acquisition. On va avoir les types d'innovation et différenciation sur le marché. On va avoir les coûts managériaux qui est un véritable sujet, hein. Comment est-ce qu'on minimise les coûts court terme pour être capable d'industrialiser mieux et de faire de la qualité à plus bas prix? Et enfin, on va avoir des thématiques autour du service client et de la stabilité. Sur la partie objectif de l'entreprise, alors vous voyez sur la gauche qu'il y a différents types. On va avoir les types financiers, clients, internes et croissance, qui se déclinent tels que disposer d'un portefeuille de produits compétitifs, gérer les risques, être aligné sur les réglementations en vigueur, et j'en passe. Je ne vais pas rentrer dans tout le détail ici parce qu'on vous enverra les slides et quoi qu'il arrive, cette vidéo se retrouvera sur YouTube. Surtout que je voudrais vous montrer à la fin l'outil qui permet de finalement, comment dire? Mapper tout cet écosystème-là dans un seul et même outil. Les profils de risque, on parlait tout à l'heure, voilà, on parlait justement des risques. Donc là, on est, sur des profils de risque et on est surtout sur les types de risques, hein, qui sont attenants au profil qu'on peut avoir. On peut avoir donc des décisions d'investissement, IT qui sont risquées versus d'autres. Des cycles de vie de programmes et des projets qui peut être différents selon les entreprises. Donc là, vous avez tous les risques, qui sont possibles, hein, et imaginables dans le sein d'une DSI. Ici, on va avoir les problématiques liées à l'information et la technologie. Frustration à l'égard de l'IT dans leur organisation, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent. Les tensions entre l'IT et les départements pour échec d'initiative, on est à peu près sur les mêmes sujets. Les incidents IT graves, hein, la non-conformité, les doublons et gaspillage de ressources, voilà. Classification des menaces, on va avoir 2 types de menaces, hein, les menaces en environnement normal et en environnement élevé. Donc, voilà, est-ce que l'entreprise finalement évolue dans un environnement de menace qui est élevé ou normal, hein? On classifie ce système-là pour être capable d'en sortir, des éléments de prise de décision. Les prérequis réglementaires, faible niveau d'exigence, niveau normal d'exigence ou niveau haut. On va avoir le rôle de l'IT. Est-ce qu'il est supporter? Est-ce qu'il est dans un format industriel? Est-ce qu'il est dans un rôle d'améliorateur ou est-ce qu'il est dans un rôle stratégique? Vous avez tous dû voir ce fameux graphe qui permet de dire, bah, où est-ce que ma DSI se situe vis-à-vis des enjeux stratégiques, vis-à-vis des risques et de la réponse à comment est-ce qu'on produit de la valeur dans une organisation. Et en fait, ça nous crée un graphe abscisse ordonnée sur lequel on est capable de situer où se trouve notre DSI. Donc on est en plein là-dedans. Sur le modèle d'approvisionnement pour l'IT, donc on va avoir évidemment, bah, soit l'externalisation, le cloud, l'internalisation ou le format hybride. Les modèles, hein, d'implémentation IT, donc là, on est vraiment sur du développement pur, agile, DevOps, traditionnel ou de l'hybride, encore une fois. On va avoir la stratégie d'adoption, technologique avec est-ce que votre DSI est pionnière? Est-ce qu'elle est suiveuse ou est-ce qu'elle est adapteur lent? Vous voyez, je vous ai mis un graphe, hein, le fameux graphe que vous connaissez probablement tous qui est, finalement, voilà, les fans de techno qui démarrent au quart de tour quand une nouvelle techno sur les marchés.
les visionnaires. Alors le gouffre, je ne saurais pas comment l'expliquer. Derrière, on va avoir les pragmatiques et les conservateurs, là où quasiment 80%, je crois qu'on parle de 80% ici, des organisations qui se trouvent à cet endroit-là. Et enfin, on a la partie retardataire qui arrive dans un dernier temps. La taille de l'entreprise. Attention, ici, on ne parle pas de taille d'entreprise en dessous de 50 personnes. Parce que mettre des systèmes de gouvernance quand on est 50 dans une organisation, ça n'a pas vraiment de sens. Par contre, à partir de 50, 250 employés, là, on peut vraiment y aller. Et à partir de 250 employés, là, on peut se mettre sur des modèles de gouvernance qui sont très impactants. Alors, je reviens sur ce que j'ai dit. J'ai dit pas de modèle de gouvernance dans les entreprises de 50 personnes. Un modèle de gouvernance tel que Cobit le propose n'a pas de sens parce que beaucoup trop lourd. Pour autant, un système de gouvernance, il y en a obligatoirement. Il est inné de par le fait que déjà, il y a un organigramme. Donc, il y a un système de gouvernance. Pour autant, on ne va pas appliquer du Cobit dans une organisation de moins de 50 personnes. Ça n'aurait pas de sens. Et donc enfin, on a le COBIT Core Model. Donc le COBIT Core Model, c'est des objectifs de gouvernance, des objectifs de management. On en a de 5 différents types. Côté objectifs de gouvernance, on va avoir ce qu'ils appellent EDM, donc évaluer, diriger et monitorer. Alors on a essayé de c'est de l'anglais qu'on a remis, à la forme française. Donc on a fait ce qu'on a pu, parfois ça va pas trop ensemble. Ensuite, on a, dans les objectifs managériaux, on a aligner, planifier, organiser. Côté, BAI, on a, construire, pour build, acquérir et implémenter. Côté DSS, délivrer, service et support. Et enfin, on a MEA, monitorer, évaluer et noter. Et noter, c'est assess normalement. Donc voilà, MEA. Et donc, vous voyez comment on décline les éléments. Et ici, on a finalement toutes les thématiques attenantes à une direction des systèmes d'information. Si vous prenez l'ensemble de ces points-là, et que, je prends un exemple, si demain vous allez auditer une DSI, ou si demain vous prenez un poste de DSI, vous vous posez sur chacun de ces éléments-là, vous ne pouvez rien rater sur l'organisation de votre DSI. Parce que tout est représenté par ce biais-là. Et donc, l'exercice de Cobit et toute la valeur ajoutée, de ce système-là, c'est d'être capable de mapper tous les design factors qu'on a vus précédemment, donc qui vont définir finalement le profil IT de votre organisation, vous l'avez compris, par rapport à comment est-ce qu'on est structuré en interne. Et donc, la présentation finalement se finit là, parce que je vous présente désormais la grosse machine de guerre qu'est Cobit. Donc là, on arrive sur donc Cobit appelle ça le Design Toolkit. Alors, il n'est plus disponible, sur internet. C'est le fameux outil que je disais qui avait disparu, du toolkit. Alors, on a toujours, un toolkit qui est proposé. Pour autant, et qui apporte beaucoup de valeur. Il y a beaucoup de documentation qui est très intéressante. Je vous conseille vraiment d'aller voir ce qui se trouve dedans. Pour autant, il n'y a plus cet outil-là et on fera en sorte de vous l'envoyer si vous le désirez. Donc, le Design Toolkit, c'est une grosse machine de guerre pour être capable de mapper toute la gouvernance de votre DSI. On va y définir tous les design factors et on va aller évaluer chacun, chacun des éléments qu'on a vus du COBIT Core Model à l'instant. Donc je vous rappelle, COBIT Core Model, voici tous les éléments. Vous voyez, on parle de management de l'architecture d'entreprise, management du portefeuille, management des budgets et des coûts. Si je passe ici, on est sur, la définition des exigences, les demandes de services et les incidents. Oui, oui Abdou. Tout Parle à beaucoup. l'heure, moi, j'ai une question, en fait, Vas-y, je t'en qui... prie. Oui. Alors, sur cette slide, en fait, ça montre, en fait, les activités qu'on peut avoir avec Cobit. Je me pose la question, entre Cobit, ITIL et TOGAF, tous les 3 parlent de processus. À quel moment, Oui, en fait, l'un s'arrête et l'autre reprend? Parce que Cobit, en fait, ce que j'ai compris, c'est, ça vient, en fait, d'une volonté de la direction mmh, d'allier les objectifs stratégiques sur, les objectifs informatiques, en fait, sur les objectifs stratégiques de la direction. absolument. Tout à C'est fait. en quelque sorte, en fait, ce qu'on, on comprend aussi de ITIL, de TOGAF aussi qui est centré, en fait, sur la mise en place d'une architecture d'entreprise.
Et aussi, tous les 3 parlent de processus. On essaie de mapper, en fait, les processus. À quel moment, en fait, l'un s'arrête et l'autre Oui, reprend? absolument, absolument. Alors, comme je disais tout à l'heure, hein, ils travaillent tous ensemble. Ils travaillent tous ensemble et l'un n'évolue pas sans les autres. Enfin, ou l'un évolue, peut-être sans les autres, mais derrière, les autres viennent tout de suite se greffer et récupérer. On est sur un système de bonnes pratiques. Personne ne réinvente la roue aujourd'hui. Donc, TOGAF, hein, et ITIL sont représentés ici. Tu vois, ici, on a dans le 3 de APO, on a management de l'information, de l'architecture d'entreprise. Donc là, on est sur du TOGAF, on est sur de l'architecture. ITIL, on va avoir ici management des demandes de services et des incidents. Tout à l'heure, je voyais qu'on avait ici les changements IT. Donc tout ça, le management des actifs, tout ça, c'est de l'ITIL, management des configurations. Et management des projets, on serait presque amené à rajouter la partie Prince2, PMMI, PMI, PMBOK. Donc, finalement, tous les composants, tous les standards, toutes les normes sont représentés ici. Donc on n'oublie rien et tout est là. Tout est là au global. Donc, Euh, oui, est-ce à vas-y, je dire, t'en en prie. fait, que COBIT, c'est comme, le toit et à l'intérieur, en fait, on a ITIL, CMMI, TOGAF et autres, en fait, tout ce qu'on peut imaginer? Tout à fait. C'est un écosystème. Tous vivent les uns avec les autres. Et ITIL est plus tactique, hein, plus tactique, voire opérationnel, hein. Donc on a vraiment une déclinaison. Là, on est vraiment sur du haut. Et derrière, si on veut adresser du bas, on peut le descendre au niveau plus utile. Utile va vraiment donner davantage d'éléments plus opérationnels, plus tactiques. Ça dépend où est-ce qu'on se situe et comment on gravite dans l'écosystème qui est utile. Parce que utile, pareil, est un écosystème, il y a plein, plein, plein de composants différents. Euh, et donc, du coup, voilà. On arrive donc sur le toolkit. Je vais vous mettre en plus gros parce que certains vont se casser les yeux. L'idée du toolkit de Cobits, c'est d'être capable de définir, d'avoir tous les éléments pour représenter notre gouvernance IT. Donc on a ici une première page, hein, dans laquelle, vous voyez, on a donc les DF, ce sont les design factors, hein, ce qu'on a pu voir précédemment, les 11 facteurs qu'on a pu voir. Ici, l'idée, c'est finalement de les décrire et de définir, voilà, ce qu'on met derrière ces éléments-là. Donc, on va donner des descriptions à chacun de nos design facteurs, et ça, c'est à titre indicatif. Derrière, on rentre sur des pings de l'activité qui sont beaucoup plus importants et qui font beaucoup plus peur. Et c'est normal, pas de souci avec ça. Donc, vous voyez, on va finalement travailler à comment est-ce qu'on représente chacun des design factors. Donc là, on est sur le design factor 1, donc c'est le facteur numéro 1 qu'on a vu tout à l'heure, c'était la stratégie d'entreprise. Est-ce qu'on est innovant? Est-ce qu'on est dans la régulation? Est-ce qu'on fait des économies de coûts? Ou c'était service client, je crois. Donc voilà, il y a différents modèles. Et vous voyez que ici, on retrouve tous les composants de l'IT, du COBIT Core Model. Donc là, on a EDM 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, on les retrouve ici, EDM 3, 4, 5, APO, BAI, DSS et MEA. Donc en fait, derrière, on retrouve l'ensemble de nos composants et on va les mapper. Donc, on peut s'interroger sur finalement chacun de nos composants. Donc là, si je reprends EDM1, on avait assuré le paramétrage du modèle de gouvernance et son maintien. Où est-ce qu'on se situe? Donnons-lui une note par rapport à notre capacité d'acquisition, notre capacité d'innovation, de coût du leadership. Donc là, c'était réduction des coûts du quotidien pour faire des économies budgétaires, des économies, pardon, de l'industrialisation. Et ici, on a le côté service client. Donc, notons l'ensemble de ces éléments-là pour être capable de le représenter tel que ce radar-ci. Et en fait, tout doucement, on va avoir plein de radars Cobit qui vont se créer et qui vont vivre les uns les autres. Ces radars-là, comment est-ce qu'ils sont exploitables? Alors, je vais sur le design factor 2 parce qu'il est plus simple. Très franchement, les radars, je ne suis pas capable de les approprier parce qu'il y a trop de composants dans l'IT, dans le Cobit Core Model, et je ne suis pas capable de tous m'en souvenir. Donc, quand on me présente un radar de la sorte avec EDM1, EDM2, 3, 4, 5, je suis perdu, je ne suis pas capable de me représenter. Pour moi, les radars ont
peu de valeur ajoutée, à part si on maîtrise Cobit sur le bout des doigts. Et là, on parle d'une vie de travail autour de Cobit, et ce serait délirant. Pour autant, vous voyez, dans le cadre de l'enterprise goal, donc les objectifs de l'entreprise, on va avoir un mapping qui se crée. Donc pareil, hein, ici, on a toute la partie mapping qui se crée. Donc vous voyez, on a nos différents éléments qui sont mappés les uns les autres. Donc bon, ici, on n'a pas eu le temps de tout voir, mais il y a évidemment d'autres composants qui se répondent les uns les autres. Et par le système d'évaluation, on est capable de ressortir tout plein de valeurs. Et cette valeur-là, vous voyez, ici, on a toute la partie donc input, les buts de l'entreprise. Donc, comment est-ce qu'elle se profile, quand je dis profil, c'est quasiment profiling, hein. On fait un profiling de notre organisation pour être capable de se dire, bah, OK, les buts de mon entreprise sont représentés de la sorte. Et ces composants-là, en termes de visualisation, pour le coup, ont de la valeur ajoutée à mon sens. Nous, par exemple, chez Keops, on utilise Cobit quand on fait des audits et des diagnostics, hein, chez nos clients. On va être capable de mapper un certain nombre. Alors, on sélectionne les composants qui nous intéressent, hein. Les buts de l'entreprise nous intéressent pour le coup, parce qu'on fait des déclinaisons par rapport à la stratégie au niveau tactique, au niveau opérationnel. Et donc, les buts de l'entreprise, ça, on le map, on l'utilise cette partie-ci. Et donc, en fait, on va être capable de faire un profiling de notre organisation pour être capable de dire, voilà, vous êtes représenté de la sorte selon le standard COBIT. Et derrière, comment ça va se décliner de manière tactique? Et comment ça va se décliner de manière opérationnelle? Quelles vont être les procédures, quelles vont être les polices, quelles vont être les grandes lignes directrices qu'on va créer pour répondre à ce système-là et à votre profil, à vous? Parce que toutes les entreprises sont différentes, évidemment. Donc, vous voyez, Cobit offre finalement des composants. Alors en fait, Cobit map absolument tout l'exercice d'une DSI. Et par les composants et par les systèmes de reporting qu'elle propose, parce que ça c'est du reporting, c'est de la visualisation, c'est du mapping d'intention de l'entreprise, et ben on est capable finalement de ressortir de la valeur ajoutée du toolkit de Cobit. Parce que le toolkit est très, très, très balèze. Vous voyez, pour chacun des design factors, on va avoir des représentations. Donc là, vous êtes sur le profil de risque de votre organisation. Vous avez des systèmes, voilà, de matrices. On est sur du 5-5 ici, par rapport à l'impact et likelihood, c'est la possibilité que ça advienne. Je suis désolé, je perds mes mots sur les matrices de risque. Impact versus la fréquence ou la probabilité. Voilà, chercher impact versus probabilité. On est là-dessus. Donc, vous avez un profil de risque qui est défini. Ça, c'est un composant qu'on regarde. Donc, qu'on représente de la sorte. C'est plutôt sympa, il y a des couleurs, ou alors on peut le représenter de la sorte. Par contre, derrière, évidemment, il y a toujours le gros radar qui se décline. Et donc voilà, en fait, vous avez des systèmes comme ça, des systèmes de reporting qui vont se créer en fonction de où vous êtes, du profil de votre organisation, et ça permet de donner de la visibilité à beaucoup, beaucoup de choses. Ça permet de communiquer aux équipes, ça permet bah, de finalement savoir comment on travaille, hein, les uns avec les autres, et de créer tous les systèmes de procédure et de police. Je, je suis assez redondant là-dessus parce que pour moi, c'est ça une organisation, en tout cas un organe de gouvernance. C'est comment est-ce qu'on dirige, rappelez-vous, et donc on dirige par un profil de l'entreprise par rapport à comment elle évolue dans son écosystème et comment ça va se répercuter sur les règles qu'on instaure dans notre organisation et comment derrière les équipes vont travailler les unes avec les autres. Donc voilà, je ne vais pas beaucoup plus loin sur les design factors parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses, hein. Vous voyez derrière, il y a tout un système de mapping. Alors c'est très, très lourd, il faut du temps pour appréhender toutes ces thématiques-là. Pour autant, voilà, Cobit est quand même un énorme référentiel, hein, dans lequel on a absolument tout et on ne peut pas se tromper en fait si on passe par ce biais-là. Donc je vous conseille largement d'utiliser cet outil si vous avez voilà, des travaux à faire sur de la gouvernance pour être capable finalement de mapper, représenter toute l'activité, tout le profil de votre entreprise et comment ça évolue au quotidien et comment ça doit se représenter et comment ça doit évoluer demain. Voilà, j'ai beaucoup parlé.
Moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment de vous présenter le toolkit parce que, à mon sens, c'est vraiment ce qui apporte de la valeur à Cobit, parce que sinon, Cobit dresse beaucoup d'éléments et comment est-ce qu'on se structure, c'est pas toujours simple. Donc, on a déjà toute cette partie-là, le Cobit Core Model. Alors là, normalement, il est représenté différemment, mais là, on vous l'a francisé, on vous l'a représenté de manière assez simple. Déjà, si demain, vous avez un travail à faire sur représenter ma DSI, vous savez que vous avez tout ici. Et donc, Cobit va donner plein, finalement, d'outils qui peuvent vous servir de plein de manières différentes. Et c'est là toute la valeur ajoutée du système. Je ne sais pas s'il y a certains d'entre vous qui ont des questions. En tout cas, n'hésitez pas. Merci d'avoir participé à notre 3e webinaire. Les slides, si vous les voulez, quoi qu'il arrive, je pense qu'on va reprendre tout doucement tous les participants. On va vous envoyer les slides, on vous enverra les liens de Cobit, donc le toolkit actuel, plus on vous rajoutera l'énorme usine à gaz que je viens de vous montrer à l'instant, et on vous enverra un package avec tous ces éléments-là. À savoir que cette vidéo, comme je disais tout à l'heure, elle se retrouvera sur YouTube, hein, donc vous aurez aussi toutes les informations par ce biais-là si vous souhaitez revisionner la vidéo. Merci à tous, hein, je vous souhaite un très bon appétit et je vous dis à la semaine prochaine pour la partie, pour la partie pilotage des objectifs. Et la partie pilotage des objectifs, on sera largement sur la méthodologie OKR, que certains d'entre vous connaissent peut-être, objectifs qui résultent, hein, les objectifs et résultats clés, qui ont été, comment dire, qui ont été largement démocratisés par Google, créés par Intel, hein, si je dis pas de bêtises, ou par HP. Intel ou HP non, c'est ça, ça doit être Intel, derrière démocratisé par Google et qui est aujourd'hui largement repris dans toutes les startups et qui est applicable au DSI, raison pour laquelle on va présenter ce système-là. Très bon appétit à tous et merci beaucoup encore. Au revoir.